Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir ma chère Krotoum. Voilà. Bonsoir Julien. Bienvenue sur ce nouveau webinaire du laboratoire Oronalis. On est vraiment très content ce soir de vous recevoir. Merci de passer ce moment avec nous, sachant que c'est marrant parce qu'on en discutait juste avant et on se disait avec Bruno, souvent on fait des thématiques qui sont vraiment à rebours de la mode. Et là, pour le coup, on est vraiment dans un thème qui est extrêmement dans le vent. On ne peut pas être plus dans le tempo que un webinaire sur les parasites chaque semaine. Je pense que le bouquin d'Humbert a lancé une mode incroyable sur la thématique des parasites. Donc, voilà, on est bien dans le tempo. Ce soir, je fais juste deux petits clins d'œil, pas personnels, mais en tout cas deux petits clins d'œil. C'est déjà à tous mes copains health-pratiqueurs, je sais que vous êtes très nombreux ce soir, et je dois dire que chez les health-pratiqueurs, le thème des parasites est déjà étudié depuis très longtemps. Donc, c'est quelque chose qui nous est cher, et voilà, c'est chouette de pouvoir en parler ce soir. Et le deuxième petit clin d'œil, c'est je sais qu'il y a beaucoup d'élèves de l'école de naturopathie fonctionnelle, l'ENF, dont on est partenaire voilà, directement. Et donc, je voulais les saluer et leur dire, voilà, vous avez une école qui est moderne, allez-y, formez-vous, ça va être, voilà, c'est une chouette école. En tout cas, je suis très content que le côté fonctionnel revienne un peu sur le devant de la scène. Krotoum, est-ce que j'ai besoin de te présenter? Parce que nous, on a fait un webinaire il y a même pas, il y a un an, quoi, globalement, sur le site. Ouais, ça fait quasiment un an, je pense. Vous pouvez d'ailleurs le revoir, il est sur notre chaîne YouTube. Je vais quand même te présenter parce que peut-être il y a des nouvelles personnes qui ne te connaissent pas. Écoute, toi, tu arrives de la recherche, donc ton fondement, c'est la recherche, c'est l'agroécologie. Je pense que tu as fait à peu près toutes les formations en micronutrition, mais surtout en relation avec le microbiote. Là, pour le coup, je connais personne qui a fait toutes ces formations, hein, objectivement. Donc, voilà. Et tu as écrit cet excellent bouquin que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque. On en avait fait une belle promotion à l'époque. Bientôt, un bouquin sur les parasites, peut-être, mais tu avais fait déjà ce bouquin sur le SIBO qu'on avait beaucoup distribué, qui est un excellent bouquin, qui est une très bonne synthèse sur le SIBO. Donc, c'est toujours bon à être redit. Voilà. Donc, en attendant le prochain bouquin, vous pouvez déjà acheter celui-là ou reprendre celui-là. Il y a toujours des trucs à reprendre. Ça reste d'actualité. Ah oui, clairement, ça c'est sûr. Ouais. Ce soir, un bon programme. On va essayer de faire synthétique parce que des fois, avec Bruno, on n'est pas toujours très synthétique. Mais là, cette fois-ci, on va essayer de tenir un timing. On se dit 1 heure de présentation globalement, et puis après, on va essayer de faire des questions-réponses sur cette thématique des parasites. Et je pense qu'on va faire beaucoup de liens entre parasites, mais pas que parasites, parce que c'est tout un écosystème au final. Hein. Dans l'agroécologie, tu vas pouvoir évoquer un peu tout ça. Donc, je vais partager bien sûr la présentation, ce qu'on aurait pu faire juste avant, mais la voici. Tac, cette présentation. C'est pas la première page. C'est pas la première page. Voilà. Là, on a un beau, voilà, une belle photo. Une belle jardia. J'espère que vous êtes pas en train de manger. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger. Voilà. Non, ça va, j'ai été soft sur les images. J'ai été soft. Ouais, non, j'ai pas mis des verres dans tous les sens. Voilà, bon, c'est très bien. Je vais te laisser la main. Tu sais comment on bouge les slides avec la petite flèche qui est à droite. Celle-ci, ouais, exactement. Okay. Et puis, je suis à côté. Voilà. À la fin, je reviendrai pour les questions. Bien sûr, il y a un onglet chat, mais il y a un onglet questions. Si vous voulez que vos questions soient encore plus visibles, c'est mieux de l'écrire dans l'onglet questions. Ah, oui. Allez, je te laisse la main, Krotoum, et on se voit tout à l'heure. Super, et puis du coup j'ai activé le chat, comme ça peut-être qu'il y a des questions. Enfin, je regarderai en même temps un peu les questions. Surtout des gens qui te disent bonjour. Bonjour tout le monde. Du coup, je salue tout le monde, donc ravie d'être parmi vous. Donc oui, ce sujet sur les parasites, alors c'est quand même toujours intéressant d'expliquer un peu la genèse un peu de tout ce travail. Donc, comme certains le savent, donc moi, je travaille surtout pas mal autour de la problématique
on va dire, des problématiques digestives. Et je fais beaucoup des tests d'analyse du microbiote. Et il se trouve que on va dire cette grosse dernière année, puisque j'ai pas mal fait des analyses avec un nouveau laboratoire qui est de la métagénomique, où j'avais la possibilité de voir à la fois la présence des bactéries, des virus, des parasites, des champignons avec les mycotoxines, etc. Donc ça, c'est vraiment passionnant. Et je me suis rendu compte que pour pas mal de dossiers, en tout cas des dossiers que je traitais, il y avait souvent la présence de parasites. Et là, j'ai commencé à me poser pas mal de questions puisque c'était assez fréquent et jusqu'à présent, honnêtement, oui, je savais qu'ils existaient, mais je ne les traitais pas forcément. Et donc, en travaillant davantage sur la littérature scientifique, je me suis rendu compte que finalement, c'était ce sont des microbes, entre guillemets, des micro-organismes que j'avais complètement, pas occultés, mais en tout cas pas suffisamment considérés. Et puis, du coup, je me suis lancée à essayer à mieux les comprendre. Et puis, j'ai même d'ailleurs finalement monté une formation par rapport à ça. Mais ce n'est pas que les parasites, puisque vous allez voir, notamment dans le cadre de ma présentation, moi, ce qui me motive, c'est vraiment la compréhension de tout cet écosystème vivant. Donc, effectivement, moi, je travaillais beaucoup sur les problématiques digestives et donc on voit que souvent, il y a des symptômes qui sont communs, qui peuvent être des ballonnements, des problèmes de transit, alternance constipation-diarrhée, des problèmes d'urticaire, de la fatigue, de l'anémie, la malabsorption du coup nutritionnelle. Donc oui, souvent on se dit que ça peut être un syndrome de l'intestin irritable, on se dit que ça peut être un SIBO, donc le Small Intestinal Bacterial Overgrowth, donc ça peut être soit un SIBO à méthane, SIBO hydrogène ou une prolifération de bactéries productrices de sulfure d'hydrogène. Et puis finalement, on pense aussi beaucoup aux champignons, aux candidats, aux mycotoxines, etc. Et on se rend compte que finalement, quand on regarde les symptômes que peuvent générer les parasites, et ben en fait, ça peut très bien être. On peut finalement, quand on pense à un SIBO, peut-être que c'est pas forcément que le SIBO. Il y a peut-être des parasites derrière qui contribuent à développer ce SIBO. Et donc, on va aller découvrir un peu, mieux comprendre tout ce volet des parasites qui sont un peu oubliés. Donc, quand on regarde l'épidémiologie, donc je reviendrai sur la partie classification et que ce soit clair, on va surtout parler des parasites intestinaux. Okay. Et donc, parmi les parasites intestinaux que l'on connaît, il y a les helminthes et les protozoaires. L'OMS nous dit qu'il y a à peu près plus de 3,5 milliards de personnes qui sont infectées par ces parasites intestinaux. Donc, c'est quand même pas mal. Et puis, donc, les géohelminthes, c'est-à-dire des helminthes, c'est-à-dire ce sont des parasites, ce sont les vers, qui vivent dans le sol, mais qui peuvent du coup contaminer les humains. Il y a à peu près, dans le monde, on va dire, plus de 1,5 milliard de personnes qui sont infectées par ces vers intestinaux. Donc, il y a les ascaris qui sont connus, le trichorus, on reviendra sur certains. Et donc, ça, c'est au niveau mondial. Et puis, quand on regarde au niveau européen, c'est peut-être à peu près entre 37 voire 30% de la population européenne qui peut être infectée par les helminthes et notamment les parasites. Et il faut savoir qu'il y a plus de 450 millions de personnes qui sont symptomatiques, mais beaucoup, en fait, peuvent être infectées sans développer des symptômes. Alors, il faut aussi savoir que les enfants sont fortement touchés par les parasites. Il y a quand même en Europe, on va dire qu'il y a à peu près 6% des parasites intestinaux qui touchent les enfants. Et parmi les parasites qu'on entend souvent, on peut avoir l'entamoeba, on peut avoir donc les amibes, on peut avoir le blastocystis, on peut avoir la giardia.
Le blastocystis, c'est quand même 18% en France, dans les hôpitaux. Et puis, on nous dit que, par exemple, France et Luxembourg, c'est à peu près 32% des personnes qui sont au moins porteurs d'un parasite. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on se rend compte que la prévalence, elle a un peu tendance à sous-estimer le nombre de personnes réellement infectées, contaminées. Et donc, pour pouvoir justement, on va dire, diagnostiquer, avant les parasites, c'était souvent des analyses des selles et en regardant au niveau avec le microscope. Et maintenant, vous connaissez, il y a certaines analyses comme les tests, les analyses PCR, donc on peut faire des analyses, on peut en tout cas essayer de quantifier et qualifier les parasites dans les selles par PCR, et même aussi via la métagénomique. Et là, finalement, quand on regarde un peu les chiffres, on se rend compte que très probablement, la prévalence, en tout cas annoncée, est très certainement sous-évaluée. Et très certainement, en fait, les analyses modernes nous disent qu'à peu près 40 à 70% des personnes pourraient être en tout cas touchées par des parasites, en tout cas le blastocystis. Le Dientamoeba, ça serait jusqu'à 35%. La Giardia, selon les cohortes, c'est quand même 10% de la population qui pourrait être contaminée. Et les oxyures, bon, ça, il y a énormément d'enfants qui en ont. Ça, il y en a, elles sont détectées sans arrêt, et même les personnes peuvent être asymptomatiques. Donc, on n'a pas complètement les derniers chiffres très précis, mais je pense que, enfin, moi, quand je vois par les analyses, et sincèrement, j'en fais beaucoup des analyses de la métagénomique, hein, on peut faire des analyses du microbiote. J'ai plus d'une personne sur deux, en tout cas, qui est infectée à chaque fois par des parasites. Donc, ce qui fait d'ailleurs l'objet de notre échange aujourd'hui. Alors, dans la classification, il y a, on va dire, 3 types de parasites, si on devait faire simple. Donc, ce sont des organismes, on va dire, donc il y a soit les organismes unicellulaires, donc qui sont les protozoaires. Il y a les organismes pluricellulaires, c'est tout ce qui est helminth, les vers. Et puis, il y a tout ce qui est invertébré ou ce qu'on appelle aussi les ectoparasites, donc tout ce qui est plutôt tiques, puces, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout les parasites intestinaux, et notamment les unicellulaires, donc les protozoaires et les helminths. Donc, je vais commencer par les protozoaires. Donc, ce sont donc des micro-organismes unicellulaires, et nous avons différentes, je pense qu'on peut appeler ça pas des sous-types, mais différentes catégories. Vous avez les amoeba, donc les amibes, tout simplement, et parmi les amibes la plus connue, c'est l'Entamoeba histolytica, mais on peut avoir, alors E. coli, c'est pas Escherichia coli, c'est Entamoeba coli. Donc, on a plusieurs amibes qui sont assez pathogènes. Donc, alors, j'ai aussi oublié de préciser que on reviendra de toute façon sur la partie mode de contamination, les parasites ne sont pas que présents dans les pays en voie de développement, parce que aussi on a cette tendance que c'est plutôt, effectivement, il y a des populations plutôt dans les pays, on va dire, entre guillemets sous-développés, j'aime pas ce terme, mais les pays en émergence où il y a une pression parasitaire qui est plus importante, mais finalement dans les pays, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, voilà, il y a des parasites partout. Donc, je reviens du coup sur les protozoaires. Donc, nous avons les amibes, première catégorie, et il est vrai que des amibes, on en trouve pas mal dans les pays, on va dire plutôt tropicaux, entre guillemets, mais aussi on en trouve finalement en Occident. Je sais que moi, personnellement, j'ai côtoyé les amibes quand je suis allée sur le continent africain la première fois, donc c'est quand j'avais 18 ans. Et c'est vrai que c'est pas sympa du tout, avec des vraies diarrhées. Alors après, on a une autre catégorie, ce sont les flagellés. Et parmi les flagellés, il y a la fameuse Giardia duodenalis,
qui est vraiment très connue. Et je vais le dire tout de suite, pour moi, c'est une des pires. C'est vraiment, je ne sais jamais d'ailleurs si on doit dire masculin ou féminin. Moi, j'ai tendance à dire Giardia au féminin. C'est vraiment, pour moi, un parasite qui est vraiment très pathogène, surtout s'il y a une charge parasitaire qui est vraiment importante. On a le Dientamoeba aussi qui est assez connu. Et puis bon, voilà, on a un certain nombre de parasites chez les flagellés. Et puis on a des parasites donc dans la catégorie donc tout ce qui est cilié. Donc il y a par exemple les ballons. Alors les noms ils sont toujours hyper pas évidents. Donc il y a la Ballantioides coli, qui est donc un des parasites qui est fréquent chez les ciliés. Là, je regarde en même temps ma petite parmi les ciliés, vous avez aussi le blastocystis, qui est aussi connu. J'aurais pu le mettre sur cette fiche-là. Et puis, vous avez tout ce qui sera sporozoaire, dans lequel on va retrouver le cyclospora, que je retrouve de temps en temps dans les analyses. Alors, j'ai dit effectivement, dans les ciliés, il y avait le blastocystis, mais le blastocystis, c'est un des parasites où pendant longtemps, dans la nomenclature, ils ne savaient pas trop où le mettre. Il a été longtemps considéré comme avec les amibes, donc les amoeba, et puis finalement, on lui a trouvé sa propre place, donc le blastocystis, il est à part, avec son histoire particulière. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de présenter tous les parasites parce que sincèrement, ce ne serait pas rigolo. Par contre, je vous donnerai vraiment des généralités et puis après, peut-être selon les questions, si certains veulent que je revienne sur certains, pourquoi pas. Mais ce qui est plutôt intéressant, c'est de comprendre un peu les caractéristiques des protozoaires et les caractéristiques des ELMAM, ce que ça peut faire au niveau symptômes, au niveau du système immunitaire, au niveau du cycle, etc. Et donc, que ce soit clair en tout cas pour vous. Et après, de toute façon, Giardia, protozoaire, les prises en charge, après, elles sont à peu près, enfin, il y a des spécificités, donc on pourra revenir dessus, mais ça n'a pas d'intérêt de rentrer et de présenter chaque protozoaire ou chaque Hellman, ce serait beaucoup trop long. Alors, je vais donner un exemple, je vais vous expliquer, et j'ai pris la Giardia comme exemple pour expliquer et le cycle et pour que vous compreniez un peu les formes. Donc, Giardia duodenalis, pour moi, c'est donc, je vous l'ai dit, un des parasites les plus pathogènes. Donc, il y a deux formes, on va dire. Il y a une forme de kyste. Les kystes, en fait, ce sont les formes qui sont vraiment résistantes et qui sont vraiment impliquées donc, dans la transmission de la giardiase. Et donc, il faut savoir que les kystes, ils peuvent survivre vraiment plusieurs mois et ils peuvent vraiment survivre dans l'eau froide très longtemps. Donc, les kystes, on les retrouve en général dans les selles et lorsque l'on fait des analyses, des selles diagnostiques, on va trouver en général des kystes. Et puis cette fameuse forme qu'on appelle les trophozoïdes, qui est donc, quand vous voyez la petite tête, la giardia, moi je la trouve très mignonne comme ça. Ça c'est la trophozoïde et ça c'est le kyste. Donc dans les selles, on peut retrouver un peu les deux, mais en général, la forme, je vais continuer, vous allez voir, la forme en fait, la partie, quand c'est au stade infectieux, c'est plutôt les kystes que l'on va ingérer, donc soit à travers une eau qui est contaminée ou des aliments qui sont contaminés. On peut aussi avoir une infection par des contacts au niveau des objets qui sont contaminés, des mains qui ne sont pas propres, etc. Donc la voie orofécale est assez commune, donc c'est très facile en fait d'être contaminé par la giardia. Et donc une fois qu'on va l'ingérer, on va ingérer les kystes, et en fait ils vont aller rejoindre l'intestin grêle et le passage en fait dans l'estomac et le fait d'en rejoindre en tout cas dans l'intestin grêle, il va avoir une réaction qu'on appelle l'esquistation. En fait, ça va libérer en fait les trophozoïdes qui vont
à un moment, ben, d'ailleurs on le voit, vous voyez là il y a le kyste, ça va donner à un moment des espèces de trophozoïdes qui vont en fait se diviser. Et puis, eux, ils vont après bouger, ils vont aller rejoindre vraiment l'intestin grêle. Et là, il faut savoir que la giardia, elle a des espèces de petites ventouses et elle est vraiment capable, enfin, c'est pas qu'elle est capable, son objectif, c'est vraiment d'aller s'installer dans l'intestin grêle. Et donc, elle va se ventouser sur nos entérocytes et là, elle fait sa petite vie. Donc, déjà, il faut retenir que oui, on peut la retrouver, on peut retrouver et diagnostiquer dans le côlon, mais elle vit dans l'intestin grêle, le lieu où vous allez absorber les nutriments, qui est l'interface aussi avec mon système immunitaire, le lieu où il y a une interaction avec ma bile, mes acides biliaires, là où sont aussi présents les GA sécrétoires, etc. On reviendra dessus. Et donc, ensuite, elle peut en général rejoindre, elle peut migrer vers le côlon, et puis là, elle va fabriquer des kystes, etc. Et puis donc, on va avoir ce fameux cycle. Donc, les kystes, on les retrouve dans les selles, et on n'a pas forcément une forme diarrhéique, mais c'est vrai que, donc, même sans avoir la diarrhée, on peut avoir déjà des selles qui seront infectieuses, contaminantes. Donc ça, c'est le premier élément à noter sur la giardia. Donc c'est là, justement, giardia, donc c'est aussi hyper important. Je vous ai dit, donc, elle va surtout s'installer dans l'intestin grêle. Et en fait, elle a cette capacité de fabriquer, elle va produire des petites protéines, des protéines, et il va avoir aussi il va avoir à la fois des petites protéines qui sont des microvésicules, mais aussi des macrovésicules qui vont contenir certaines substances, et notamment des protéases qu'on retrouve là, les petites bulles. Et là, vous voyez qu'elle s'installe, et là, elle est au niveau de l'intestin grêle, et donc, elle a la capacité, donc, à partir de ces petites protéases, elle va dégrader les jonctions serrées des entérocytes. Donc, retenez qu'elle peut contribuer à développer une hyperperméabilité intestinale. Elle peut dégrader donc, les villosités des entérocytes. Et donc, on se retrouve à avoir, si j'ai mes jonctions serrées qui sont décrochées et donc j'ai plus ou moins une perméabilité qui s'installe, je peux me retrouver à avoir une translocation. On est dans l'intestin grêle. L'intestin grêle, il ne va pas avoir que des parasites. Je peux avoir donc des virus, des champignons, des bactéries, etc. Si j'ai une brèche, je peux laisser passer des substances, donc des virus, des bactéries, des substances microbiennes, des substances parasitaires. Et là, mes cellules du système immunitaire qui sont de l'autre côté peuvent du coup réagir. Et donc, je vais enclencher en tout cas une réaction du système immunitaire, sauf qu'il se trouve que les petites protéases de la giardia, en plus, sont capables d'aller dégrader les cytokines qui pourraient être envoyées par notre système immunitaire. Et là, alors ça apparaît, c'est marqué de l'arginine. L'arginine, en fait, c'est un acide aminé qui est aussi nécessaire pour les entérocytes et notamment dans tout ce mécanisme entre le renouvellement des entérocytes, etc. Et donc, la giardia, elle est vraiment capable d'aller récupérer l'arginine, de la détourner. Donc, du coup, c'est un manque pour la cellule, l'entérocyte. Mais en plus, elle est capable aussi de récupérer le monoxyde d'azote, ça n'apparaît pas sur ce schéma, le monoxyde d'azote qui contribue en gros, ça contribue à apporter de l'énergie aux entérocytes, et donc la giardia est capable de détourner tout ça et donc de mettre nos cellules intestinales en hypoxie, c'est-à-dire en manque d'oxygène, et donc ça les affaiblit. Et quelque part, vous voyez, elle a vraiment cette capacité de à la fois entretenir une petite perméabilité intestinale, mais de moduler le système immunitaire. Et elle a aussi cette capacité, en fait, de changer ses antigènes. C'est-à-dire, vous savez,
Je simplifie, mais un jour, elle peut mettre son chapeau melon, demain son chapeau, son bob, après-demain un chapeau de cuir, et ce qui fait qu'on va développer des anticorps contre des antigènes, mais elle est capable de moduler ces antigènes, ce qui fait qu'elles essayent de ruser le système immunitaire pour être un peu en mode parfois invisible. Donc elle est extrêmement vicieuse, pardon, et du coup, elle peut devenir très pathogène quand elle a réussi à s'installer et à provoquer vraiment pas mal de dégâts. Alors, en termes de symptômes, parmi les symptômes les plus courants et à court terme, on va très rapidement avoir de la diarrhée, des gaz, des selles malodorantes. Donc, vous voyez quand souvent il y a un peu ce raccourci, enfin j'exagère, mais de dire les selles malodorantes, flore de putréfaction, je l'entends. Mais du coup, ce n'est pas tout le temps que des bactéries. Ça peut être des parasites qui sont aussi responsables de ces selles odorantes, comme ça peut aussi potentiellement être de champignons. On l'oublie aussi. Donc, on peut avoir des selles malodorantes et en plus des selles qui peuvent être grasses. Il faut savoir que la giardia, elle a aussi cette capacité de se nourrir de la bile. Donc, ça aussi, on l'oublie. Donc, elle va récupérer les composants biliaires, récupérer le cholestérol, récupérer donc même les triglycérides, et elle s'en nourrit dans l'intestin grêle. Donc là, je vous laisse réfléchir quand parfois quand les gens qui font de la nutrition fonctionnelle ou de la médecine fonctionnelle et qu'on se pose la question du fameux cycle entérohépatique des acides biliaires, finalement, il y a des formes de la bile, on s'est rendu compte, dont elle est résistante, c'est-à-dire que les acides biliaires conjugués, alors ça c'est pour ceux qui, je suis désolée d'aller un peu loin, mais je pense que je m'adapte à tous les niveaux, mais les sels biliaires conjugués, qui sont les fameux sels biliaires qui, en principe, assainissent l'intestin grêle, ont des fonctions antimicrobiennes, et bien la giardia, elle rigole, elle s'amuse et puis elle s'en nourrit. Ce sont les formes déconjuguées des acides biliaires, donc c'est-à-dire qu'il est important d'avoir un microbiote de l'intestin grêle avec les bonnes bactéries qui seront capables de déconjuguer les acides biliaires, et alors ces acides biliaires déconjugués, eux, certaines formes, seront capables de détruire la giardia. Donc vous comprenez aussi que si jamais la personne a un microbiote déjà de l'intestin grêle qui est déséquilibré, quand on parle de dysbiose, c'est aussi un terrain propice pour laisser développer la giardia dans l'intestin grêle. Je continue en termes de symptômes. On peut avoir donc des crampes, des douleurs, des maux d'estomac. On peut avoir de la nausée, on peut avoir de la déshydratation. Donc ça, ce sont les symptômes qui sont très rapides à court terme. Et puis, les symptômes aussi qui sont assez rapides, mais qui sont assez moins fréquents. Parfois, on peut avoir de la fièvre, des démangeaisons. Il y a des gens qui vont développer un urticaire avec vraiment des boutons, des démangeaisons, des boutons rouges. Certains peuvent avoir des yeux gonflés et puis certains peuvent avoir des douleurs articulaires. Donc, vous voyez que parfois, il y a des personnes qui peuvent venir vous voir pour des problèmes d'articulation ou un urticaire. On ne va pas tout le temps penser aux parasites, et pourtant, ça fait aussi partie du coup des symptômes qu'il faudra rajouter dans vos questionnaires. Si vous avez des problèmes articulaires, en tout cas, et bien d'autres, en tout cas, pourquoi pas, est-ce que derrière, ce n'était pas un parasite et notamment un protozoaire. Alors, il faut savoir que globalement, en général, les protozoaires, ils ont un cycle qui peut être plutôt court, on considère assez court. Donc, par exemple, il y a certains parasites, en 2 jours, voilà, ils ont fait le tour. D'autres, ça peut être 14 jours. Et donc, entre les 2 formes, donc la forme de kyste et trophozoïde, ça peut durer en tout cas 14 jours. Grand matis, je crois que j'ai dû voir
peut-être une vingtaine de jours, mais je pense que c'est souvent 2 à 7 jours, donc les cycles ils sont assez courts. Je vous ai donné déjà la liste des symptômes. On peut avoir donc des problèmes de malabsorption. Il ne faut pas oublier, enfin, on peut aussi avoir, du coup, qui dit malabsorption, fatigue. Et donc, parfois, certains ont des problèmes neurologiques. Enfin, certains protozoaires peuvent générer des symptômes neurologiques comme la toxoplasmose, Toxoplasma gondii, donc, que l'on retrouve, qui est le parasite des chats, mais dont on peut être porteur. Et donc là, c'est assez connu. On fait en sorte que, surtout que les femmes enceintes soient, si elles ne sont pas immunisées contre ce parasite, alors de faire attention par rapport à l'alimentation, puisque ça peut générer des malformations au niveau du fœtus. Il faut aussi savoir, alors, pour moi, la compréhension du système immunitaire est hyper importante quand on veut aussi travailler sur la prise en charge des parasites. Donc, moi, j'incite, en tout cas, pour ceux, en tout cas, ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, intéressez-vous au bilan qu'on appelle le typage lymphocytaire, qui permet, en tout cas, de voir comment un peu la réponse du système immunitaire est au niveau des lymphocytes, puisqu'en fait, on a plusieurs réponses. Donc, il y a la fameuse, je simplifie souvent, je dis, il y a les T régulateurs, donc, qui est la tolérance. Il y a la voie TH1, qui est plutôt le système immunitaire par rapport on va dire, la défense par rapport aux micro-organismes intracellulaires, donc dans les cellules. Il y a la voie TH2 qui sera TH2 et TH9 qui sont plutôt les voies, on va dire, de défense du système allergique. La voie TH17 qui est un peu la voie inflammatoire et en même temps la voie aussi de maladie auto-immune. Et puis, il y a la voie TH22 qui est très intéressante puisqu'elle nous donne des informations sur l'immunité des muqueuses et cette capacité justement à se renouveler, à se réparer. Et je trouve que c'est très intéressant quand vous avez la possibilité de faire ce bilan de typage lymphocytaire en même temps qu'il y aura des analyses soit du microbiote ou de recherche de parasites dans les selles par PCR, de comprendre en fait comment la personne se défend immunitairement. Parce que certaines personnes auront un système immunitaire qui peut parfois être plutôt effondré ou suractivé. Et ça peut en tout cas vous aider dans la prise en charge du parasite. S'il y a des personnes qui n'arrivent, comme une voie, je simplifie, mais qui sont incapables de renouveler, de réparer la muqueuse intestinale, c'est un problème parce que si vous dégommez le parasite, mais que la muqueuse, la personne, en tout cas immunitairement, elle a du mal à renouveler, en tout cas ce mécanisme de défense ne fonctionne pas, n'est pas optimal, alors c'est comme une espèce de brèche qui fait que c'est très facile pour le parasite de revenir. Donc ça, pour moi en tout cas, c'est fondamental. Et donc, immunitairement, pour ceux qui seront en tout cas à l'aise avec le typage lymphocytaire, il faut savoir que dans les mécanismes de réponse que provoquent en général les protozoaires, c'est les fameuses réponses TH1 ou TH2, c'est-à-dire à la fois la voie d'immunité intracellulaire et puis le terrain dit, entre guillemets, allergique. Et il faut aussi savoir qu'ils sont vraiment capables de faire varier ces deux voies. Donc, c'est jamais, c'est jamais ou très simplement que TH1 ou TH2, c'est un peu un mix. Ça peut parfois être la voie TH1 qui est augmentée ou diminuée, ou la TH2 qui est augmentée ou diminuée. Donc ça, c'est un premier élément. Il faut aussi avoir en tête que du coup, on se retrouve souvent à avoir une inflammation de la muqueuse intestinale. Je vous l'ai dit que par exemple la giardia, donc elle pouvait créer cette atrophie des villosités et donc contribuer à créer une hyperperméabilité intestinale. Et puis certains protozoaires, notamment je crois que la giardia le fait, sont capables aussi d'aller dégrader les disaccharidases. Vous savez, ce sont les enzymes
qui sont capables, alors les enzymes humaines, qui sont capables de dégrader, donc par exemple la lactase, la maltase, les enzymes digestives qui sont censées nous aider à dégrader certains saccharides. Et là, si ces enzymes, elles les diminuent, alors du coup, lorsque l'on consomme, par exemple, des glucides, on peut se retrouver finalement à avoir une moins bonne dégradation de ces glucides et donc une malabsorption. Et là, du coup, ce sont les bactéries notamment qui vont les fermenter dès l'intestin grêle et on peut se retrouver avec des ballonnements. Et puis, il peut avoir aussi des protozoaires comme par exemple Entamoeba histolytica qui va donc c'est pas rigolo du tout parce qu'on peut aller sur des espèces d'abcès, etc. Donc il y a des atteintes hépatiques et là ça peut quand même être très très grave. Donc là c'est clairement l'allopathie pour la prise en charge quand le foie est atteint. Donc ça, c'était dans les grandes lignes pour que vous compreniez, c'était les protozoaires. Vous retenez cycle court, divers symptômes qui peuvent être confondus avec un syndrome de l'intestin irritable, etc. Un système immunitaire qui est modulé. Et puis, du coup, on peut se retrouver avec une hyperperméabilité intestinale. Donc là, c'était les protozoaires et maintenant, on va voir les vers. Donc, parmi les helminthes, les vers, dans la classification, on a les nématodes, donc ce sont les fameux vers ronds. Le plus connu, ils sont plus ou moins connus, mais il y a l'Ascaris, Enterobius, le strongyloïde, ça fait partie de ceux que je retrouve quand même assez souvent dans les analyses. Donc, ce sont les fameux vers ronds. Donc là, par exemple, Ascaris, vous voyez. Et souvent, la femelle, en tout cas, c'est pas souvent, c'est tout le temps, la femelle est vraiment beaucoup plus grande que le mâle. Vous avez à chaque fois la femelle, mâle, femelle, mâle. Donc la femelle, elle est vraiment plus grande. Bon, après, c'est elle qui pond. Ensuite, on a les cestodes. Donc, ce sont des vers plats qui sont segmentés, genre donc il y a le ténia que vous connaissez, ténia nain, etc. Et puis il y a une dernière catégorie qu'on appelle les trématodes, donc notamment la douve. Donc il y a par exemple la Fasciola hepatica, donc elle aussi c'est pas une sympa puisqu'elle va aller dans le foie. Donc voilà, donc les vers ils sont au début dans le sol et là je vais vous montrer voilà, un autre schéma. J'ai pris l'exemple de l'Enterobius, les oxylures, dont beaucoup d'enfants en tout cas sont touchés par les oxylures, donc ça on a l'habitude. Donc là les oxylures vont provoquer vraiment des démangeaisons, souvent autour de l'anus. C'est la femelle qui va pondre des œufs. Et là, c'est vrai qu'on observe souvent chez les enfants, on peut avoir des nuits qui sont agitées. Voilà, les enfants qui peuvent être un peu plus excités le soir, etc. Parce qu'il se trouve aussi que la femelle, elle pond surtout la nuit. Et donc, tout ça, ça peut créer des insomnies. En termes de symptômes, donc, on peut avoir des douleurs abdominales et très clairement, les oxylures sont aussi capables d'aller migrer au niveau de la zone vaginale et ça peut donc générer des irritations, de l'inflammation, des démangeaisons au niveau vaginal. Les femmes, elles peuvent parfois avoir du coup la peau rouge, gonflée, etc. Et parfois, on va se dire, je fais une mycose ou autre. En fait, ça peut parfois être des oxylures. Donc là, vous voyez, il y a encore aussi une forme qui est on retrouve des œufs et puis une forme larvaire et puis les vers. Et donc, il y a pareil une contamination, soit par, je vais revenir, j'ai toute une slide par rapport à ça. Je suis en train de voir des questions, il y en aura des très sympas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les helminthes, en général, ont un cycle qui est vraiment long.
L'ascaris, vous voyez, par exemple, il peut avoir un cycle qui est de 60 à 90 jours. Le ténia, il peut vivre, en tout cas, il peut avoir un cycle de 12 semaines. Donc, on a 3 formes. On a en général les œufs, les larves et puis la forme adulte, vert. Les œufs sont très, très résistants. Et du coup, c'est très facile d'être réinfesté. Enfin, la réinfestation est très importante à cause des œufs qui sont vraiment très résistants. Et en termes de symptômes, on peut avoir de l'anémie. C'est assez courant. Donc, souvent, d'ailleurs, les enfants qui sont très souvent infectés, en tout cas touchés par certains parasites, et notamment que ce soit les oxyures ou autres types d'helminthes, on peut avoir parfois des retards de croissance, pardon, et puis des niveaux de fer qui sont bas, parce qu'en fait, il faut aussi savoir que on peut avoir une malabsorption, mais aussi ces parasites, mais pas que les parasites, les virus, certains champignons, etc., utilisent aussi le fer pour se développer. Donc, le fer peut être détourné, donc une malabsorption du fer peut générer du coup de l'anémie. On va se retrouver avec des douleurs abdominales, on peut carrément avoir une obstruction intestinale, et puis on peut se retrouver avec des maladies systémiques. Qui dit systémique, on peut avoir potentiellement des douleurs d'arthrose, des douleurs d'arthrose, des douleurs, enfin on peut peut-être avoir des problèmes aussi avec le métabolisme des glucides, une malabsorption par exemple des glucides, etc. Et potentiellement, je ne sais pas, je me dis, mais ce n'était pas les helminthes, c'était, je crois que c'est plus la giardia, certains protozoaires qui sont d'ailleurs, qui peuvent contribuer à ce qu'on appelle à développer une résistance à l'insuline en perturbant le pancréas. Je referme cette parenthèse. Côté immunitaire, là c'est intéressant, même si ce n'est pas à 100%, mais ça reste une signature en termes de mécanisme immunitaire. Pour ceux qui font le typage lymphocytaire, la réponse dominante sera souvent la voie TH2. Qui dit TH2, donc terrain plutôt allergique entre guillemets. Et puis, on peut observer une néosinophilie marquée. Donc, si certains regardent les analyses biologiques, donc la NFS, etc., on peut apparaître, mais ça c'est plutôt en début d'infection, des éosinophiles qui montent. Mais après, ça peut redescendre. Donc, on peut passer à côté. Donc, ça reste un marqueur intéressant. Et on peut aussi avoir des immunoglobulines E, donc du terrain allergique, qui augmentent. Donc, ça peut, si vous observez ces marqueurs, en tout cas perturbés, vous pourriez penser aux parasites et potentiellement à des helminthes. Ça va aussi produire, enclencher une production d'interleukines, donc les IL-4, et puis ça peut à terme générer une immunosuppression locale, et donc avec un système immunitaire qui peut ne pas être suffisamment efficace. Donc je reviens sur cette éosinophilie. Pourquoi potentiellement elle existe? Ce qui se passe en fait, c'est que lorsque il y a les larves, elles vont en fait migrer, elles vont traverser les tissus, et donc là il va avoir, qui dit action dans les tissus, il va avoir aussi du coup une réaction au niveau des cellules du système immunitaire et des mastocytes, qui vont en tout cas essayer de réagir par rapport à tout ça. Donc, je peux avoir une augmentation de mes éosinophiles, et je peux même avoir, alors c'est pas tout le temps systématique, j'avais un peu regardé, on peut aussi avoir une augmentation, en fait, une activation des mastocytes, et donc potentiellement aussi une libération d'histamine. C'est pas tout le temps, mais certains peuvent avoir du coup un terrain allergique amplifié aussi avec une production d'histamine qui n'est pas du coup forcément liée qu'à un syndrome d'activation mastocytaire, ou, parenthèse, on peut aussi avoir une production d'histamine par nos bactéries. Les bactéries, certaines bactéries produisent aussi
de l'histamine lorsqu'on a une mal-dégradation des protéines. Donc, cette petite signature, la voie terrain allergique, avec parfois une néosinophilie, mais on peut la louper. Parfois, on peut avoir des immunoglobulines E qui augmentent, mais ce n'est pas tout le temps. Et donc, on se retrouve en fait à avoir parfois notre système immunitaire, les lymphocytes T régulateurs, j'appelle ça un peu nos maîtres Jedi, qui essayent en tout cas de moduler un peu tout ça. Et quelque part s'installe en fait notre réponse immunitaire est moins efficace pour pouvoir lutter contre certains parasites, et notamment Ascaris, par exemple, où les ankylostomes, ils sont vraiment capables de moduler le système immunitaire et de faire en sorte que ils vivent, ils créent leur trou là-dedans, et notre système est moins efficace pour pouvoir se défendre. Donc là aussi, on retrouve des dommages de la muqueuse. Clairement, il perfore, il traverse la barrière de l'intestin grêle, donc on se retrouve aussi avec une hyperperméabilité intestinale. Qui dit perturbation de cette barrière intestinale au niveau aussi de l'intestin grêle, je peux avoir du coup passage de bactéries potentiellement pathogènes si elles sont présentes, comme des Escherichia coli, et donc quand on dit une augmentation des LPS, les LPS c'est les lipopolysaccharides, donc les bactéries type gram-négative qui sur leur membrane ont ces petits récepteurs, et donc avoir ce qu'on appelle une translocation, et donc avoir une réponse immunitaire qui est non seulement malmenée par la présence des parasites et potentiellement le passage de bactéries pathogènes, des potentiels virus, etc. Certains parasites et donc certains helminths peuvent rejoindre le foie. Ça, c'est aussi possible. On peut avoir une atteinte au niveau rénal. Et donc, tout ça peut faire que nos systèmes de détoxication, que ce soit au niveau hépatique notamment, soient moins efficaces parce que, du coup, le foie peut être touché. Alors, ensuite, là, j'irai très très vite. J'ai d'ailleurs récupéré le slide de Julia. Donc, je ne développerai pas du tout cette partie, mais je vous la laisse, qui est donc les fameux ectoparasites, qui est donc tout ce qui est puce, poux, gale, acariens, etc. Donc, la borrelia, la maladie de Lyme, etc. Les mycoplasmes. Ça, c'est vrai que je vais vraiment sérieusement me pencher dessus parce que j'en vois pas mal, donc qui créent quand même des problèmes respiratoires, problèmes de sinus, problèmes digestifs, etc. Et puis, qui peuvent en plus parler avec des virus herpétiques comme l'Epstein-Barr virus ou un cytomégalovirus, etc. Donc, tout ce petit monde, parfois, peut parfois générer des pathologies. On peut aller même sur des pathologies auto-immunes. Alors, les sources, comment on attrape un peu ces parasites intestinaux, il y a déjà l'eau contaminée. C'est quand même la voie la plus fréquente. Donc, les kystes, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont très résistants dans l'eau froide et résistent donc longtemps dans l'environnement. On le retrouve dans les boissons, dans les rivières et, on l'oublie, ils sont résistants au chlore. Donc, dans les piscines, on peut se choper en fait des parasites, même si les piscines sont traitées avec du chlore, parce que les parasites, certains parasites, et notamment la Yersinia, est capable elle peut rester dans une eau même avec du chlore. Les puits non traités, il y aura des parasites. Donc, je vous ai redonné vite fait les plus communs, Cyclospora, Giardia, Entamoeba. On peut aussi avoir des contaminations via des aliments crus ou mal lavés, ou tout ce qui serait importé. Donc, dans les fruits et légumes, tout ce qui est toutes ces herbes aromatiques, etc. C'est super important. Là, je dis tout le temps, et là aussi, c'est important de questionner et de vérifier est-ce que les gens mangent beaucoup. Je vois passer, oui, les poux aussi, ils vivent dans la piscine et ils résistent au chlore aussi, c'est vrai. Donc, je reviens, donc les herbes aromatiques, etc. Il y a beaucoup de gens qui mangent beaucoup de crudités, beaucoup d'herbes, etc. Et en fait, souvent, il y a beaucoup qui ne vont pas, les gens ne vont pas correctement laver
les herbes, etc. Donc, un trempage déjà dans de l'eau vinaigrée, etc. Pour moi, c'est aussi un minimum. On peut aussi avoir des épices, des graines de coriandre, les baies, etc., qui peuvent être porteuses de parasites. Donc là, c'est vrai que quand j'ai un peu vu tout ça, je me suis dit, bon, on fait confiance, mais selon d'où ça vient, selon le cheminement, le process, les emballages, etc., ben, voilà, on peut finalement, avec nos condiments, etc., être parasité sans s'en rendre compte, quoi. Ensuite, on a tout ce qui est les aliments qui ne seront pas suffisamment cuits, donc les viandes, etc. Donc, on peut avoir des larves ou des kystes qui sont présents dans ces viandes, et si elles ne sont pas bien cuites et que c'était des viandes qui étaient du coup infestées, ben, ça va poser un problème. Donc, on peut se retrouver avec un ténia. Et là, on a une grosse explosion avec tout ce qui est consommation de poissons crus, tout ce qui est sushi, etc. Et donc, une prolifération d'anisakis. Donc, moi, maintenant, je change vraiment mes habitudes au niveau consultation à vraiment savoir, je demande, mais est-ce que vous consommez pas mal de sushi, etc. Ou est-ce que vous avez eu des intoxications alimentaires? Est-ce que vous voyagez beaucoup, vous êtes allé pas mal dans des pays en zone tropicale ou en Asie ou autre? Vous avez mangé dans la rue, des brochettes, etc. Parce que tout ça, ça joue et il y a des personnes qui oublient qu'elles ont voyagé, qu'il y a 10 ans, elles ont peut-être eu une petite tourista ou une petite intoxication, mais c'est à ce moment-là que parfois le parasite s'installe. Et puis il peut y rester des années et ça se développe, ça se développe. Et puis, on oublie donc la contamination par les animaux domestiques, d'élevage aussi, mais donc ce qu'on parle de zoonose. Et là, en fait, le contact étroit avec nos animaux, ben, il y en a qui ne pensent pas suffisamment à traiter, à vermifuger leurs animaux. Là aussi, est-ce que vous faites des petits bisous à vos chats, etc. Moi, beaucoup me disent oui, mais non, mais mon chat, il ne sort pas. Sauf que les chats, ils vont aller proche de vos chaussures, etc. Vos chaussures en contact avec l'extérieur. Donc, il peut lécher tout ça et ça va vite. Après, vous faites des bisous et c'est très facile, en tout cas, d'être contaminé. Donc là aussi, posez la question. Animal de compagnie, est-ce qu'ils sont vermifugés, est-ce que vous faites des bisous, est-ce qu'ils dorment dans vos lits, etc. Parce que ça, c'est une réalité. Je ne posais pas avant toutes ces questions, mais maintenant, en fait, il faut le faire systématiquement. Et puis, ben, du coup, la transmission interhumaine, hein, donc les mains, ça va très très vite, donc via des kystes, etc. Transmission collective, c'est assez fréquent à l'école, les enfants, les bacs à sable, etc. Il y a un élément aussi que je voulais vraiment revenir aussi dessus, c'est tout ce qui est biofilm. Vous savez, le biofilm, donc on parle beaucoup des biofilms bactériens, mais en fait, donc c'est des bactéries qui vont commencer à s'agréger et puis du coup développer leur communauté. Donc elles vont créer une espèce de matrice et puis c'est comme s'il y avait après potentiellement un isolant qui fait que si les bactéries, et si c'est un biofilm, on va dire, de bactéries pathogènes, entre guillemets, quand il y a des traitements antibiotiques, antibactériens, entre guillemets, je dis par exemple l'origan, etc., parfois, s'il y a une construction de biofilms bien résistants, eh ben, vous avez beau essayer d'utiliser certaines plantes, elles risquent de ne pas traverser ce biofilm. Et ce que je veux dire par là, c'est que souvent, vous pouvez avoir un biofilm où vous avez non seulement des bactéries pathogènes, mais potentiellement des virus, des parasites, etc. Et que tout ce monde-là se parle.
Donc, quand on parle de quorum sensing, c'est vraiment le langage de ces microbes, de ces micro-organismes, et des stratégies qu'ils décident de mettre en place pour pouvoir collaborer, vivre ensemble. Et ça, eh ben, on se rend compte qu'il y a des champignons qui ont des alliances stratégiques avec certaines bactéries. Il y a des lactobacilles qui effectivement vont plutôt communiquer. Enfin, en général, les lactobacilles, elles sont super cool et elles ne vont pas collaborer avec des bactéries pathogènes, mais il y a où, par exemple, vous pouvez trouver des champignons qui vont collaborer avec des Escherichia coli ou des parasites qui vont collaborer avec un Epstein-Barr virus, etc. Et ça, c'est aussi intéressant un peu à reconsidérer tout ce microcosme et ces microbes qui font partie en fait du microbiote parce que en fait, ça ne se limite pas que à des bactéries ou que des parasites et que des virus, etc. Et donc là, ce que je veux expliquer à travers cette slide, c'est que justement, quand on pense parasite, en fait, il ne faut pas rester focusé que sur les parasites parce que le parasite n'est jamais seul. Il faut reconsidérer le microbiote dans sa globalité. Donc, quand on parle d'un microbiote intestinal, ce sont des bactéries, ce sont des archées, ce sont des virus, mais c'est aussi des phages. Et ça, les phages, bon, là, je suis désolée, mais c'est vrai que dans le cadre de ma formation, j'explique tout ça. Mais les phages, ce sont des espèces c'est comme des virus, et en fait, eux, ils vont infecter des bactéries. Et donc, c'est aussi un moyen de moduler la composition du microbiote intestinal parce que certains vont être en activité et exploser les bactéries et parfois ils vont vivre sagement dans la bactérie. Et donc, selon les phages, quelles bactéries ils vont contaminer et est-ce qu'ils sont en phase, comme on dit, lysogénique ou en phase lytique, tout ça, ça va jouer. Et ça, c'est des informations qui sont hyper intéressantes à avoir et qu'on a la possibilité aujourd'hui de l'avoir, en tout cas avec certaines analyses. Donc, c'est de se poser la question, quel est mon écosystème microbien et donc d'objectiver quels parasites et est-ce que j'ai des co-infections? Est-ce que j'ai une charge parasitaire importante ou pas? Les parasites, il faut savoir que tous ne sont pas pathogènes. Par exemple, le blastocystis, c'est un parasite qui est très fréquent. Et ce qui est intéressant, c'est de connaître son sous-type. Le sous-type 4, ST4 du blastocystis, c'est Blastocystis hominis, lui, il est très fréquent chez l'homme et ce n'est pas le plus pathogène. Par contre, si on a le sous-type 7, lui, il est très pathogène. Et aujourd'hui, on commence à avoir des analyses qui nous permettent de caractériser, de savoir si c'est un sous-type 4 ou un sous-type 7. Honnêtement, je n'ai pas vu des sous-types 7, j'ai vu que des sous-types 4. Par contre, on peut voir des sous-types 4 qui sont très, très importantes. Et si la personne elle a des blastocystis à très haute quantité et qu'en plus elle a des symptômes qui sont très invalidants, alors ça peut valoir le coup de gérer. Et là aussi, c'est intéressant de vous poser des bonnes questions. Comment est mon système digestif? Et là, de revoir un peu votre petite grille. Mastication, comment est mon estomac? Est-ce que j'ai une production d'acide chlorhydrique de qualité qui fait que je vais dégommer déjà, je vais désinfecter mon bol alimentaire et je vais activer une bonne dégradation de mes protéines? Est-ce que mon pancréas produit correctement des enzymes digestives pour aider à une bonne dégradation des protéines, des glucides, des lipides, etc. Est-ce que mon foie produit correctement une bile de qualité? Et vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a certains parasites qui peuvent jouer avec la bile. Donc là, il est clair que un cycle entéro-hépatique, ça vaut le coup de s'assurer qu'il est qu'il est efficace et c'est vrai qu'on peut doser les fameux acides biliaires. Quelle est l'immunité intestinale? Donc mes IgA sécrétoires sont-ils de qualité? Est-ce que je me défends ou au contraire sont-ils effondrés? Comment sont mes muqueuses? Est-ce que j'ai une bonne couche de mucus?
Est-ce que c'est une personne qui est sécrétrice dans le mucus? On peut savoir, est-ce qu'il est futeux, sécréteur ou non sécréteur? Est-ce que ce mucus, il est dégradé parce que les bonnes bactéries qui aident à préserver le mucus sont-elles présentes ou pas? Par exemple, des Akkermansia muciniphila, sont-elles présentes ou pas? Donc, vous voyez, c'est aussi toutes ces questions qui sont intéressantes à se poser pour aussi évaluer comment, dans la prise en charge, est-ce que finalement ça pourrait être efficace ou pas? Parce que si la personne, elle n'a pas de muqueuse, elle n'a pas de soldat au niveau de la muqueuse intestinale, donc ses IgA sécrétoires sont bas, qu'elle a beaucoup de bactéries pathogènes, qu'il y a peut-être un Epstein-Barr virus qui est en réactivation, ou qu'il y a du candida, etc., il est clair que si vous faites juste un déparasitage, en fait, ça ne va pas suffire. Donc, pour moi, c'est pertinent de repenser tout cet écosystème vivant et pour bien se poser les bonnes questions. Alors, côté diagnostic, bon, je l'ai déjà dit, donc vous pouvez observer s'il y a une hyperéosinophilie, même si on peut passer à côté. Vous pouvez voir si les IgE totaux sont augmentés ou pas, qui donnent des informations sur le terrain allergique. On peut faire des analyses, donc des coprocultures. Alors, c'est pas maintenant, on va pouvoir compter, enfin, évaluer, enfin, pas évaluer, mais observer des kystes, etc. Mais c'est pas le plus fiable. Maintenant, les laboratoires font de plus en plus des analyses des selles par PCR. Et là, vous avez toute une liste maintenant qui sont assez recherchées. Il y a toute une liste de protozoaires et de Zellman que les laboratoires font. Idéalement, c'est de faire des recherches, en tout cas de faire des prélèvements de selles, 3 échantillons qui sont recommandés, mais pas 3 jours d'affilée, espacés par exemple de 2 jours. Et puis du coup, on va voir, on peut en tout cas essayer d'identifier la présence de certains parasites. Parfois, ils ne sont pas présents parce que vous le comprenez bien que pas mal des parasites vivent dans l'intestin grêle. Donc ça, c'est aussi un souci. Mais c'est vrai que déjà, les analyses de selles par PCR restent du coup déjà un outil très pertinent. Et puis, vous avez la métagénomique qui sera intéressante. Aujourd'hui, il y a des analyses qui nous permettent d'évaluer à la fois les bactéries, les virus, les parasites, les champignons, etc. Donc ça, c'est assez confortable pour travailler. Alors après, en termes de solutions, il y a déjà tout ce qui est hygiène, donc lavage des mains, de déparasiter les animaux. Il y a toute la literie, donc c'est quand même du lavage 60 degrés minimum. Et c'est toute la literie, il faut vraiment nettoyer les tapisseries, etc. Déparasiter du coup la famille. Et puis, je vais vous parler un peu, et puis parce que là, l'heure passe, de quelques plantes aussi qui ont des propriétés, puisque de toute façon, le déparasitage, c'est quelque chose qui est quand même fait de manière ancestrale. Donc, on parle beaucoup, effectivement, de la graine de papaye qui a des actions anti-helminthes. Elle produit en tout cas des enzymes qui sont capables d'altérer la structure, en tout cas, des vers, donc ça c'est super intéressant. Elle peut même empêcher leur reproduction et puis elle peut avoir des actions à la fois sur les œufs, les larves et la forme adulte. Et j'ai d'ailleurs trouvé une étude qui disait qu'il y avait des sirops qui avaient été faits avec des graines de papaye séchées et ils administraient ça chez des enfants et il y avait une clairance fécale. Donc quand on dit clairance, c'est la disparition des parasites, par exemple, qui était de 70 à 100% pour l'ascaris ou le ankylostome, par exemple, et voire même le ténia. Donc c'est quand même, ça reste intéressant. On a l'huile de nigelle, et notamment qui contient de la thymoquinone, et il y a des études in vivo et in vitro qui ont démontré qu'elle était anti-protozoaire, en tout cas elle avait des actions sur les protozoaires et sur les helminthes, mais les thymoquinones, elles vont notamment impacter au niveau stress oxydatif, elles vont perturber les membranes de ces parasites et puis
elles vont empêcher, en tout cas impacter leur mécanisme de survie et leur mécanisme de reproduction. Les thymoquinones sont aussi hyper intéressantes sur les virus, sur certaines bactéries. Donc, c'est un complément qui est hyper intéressant parce qu'elle a aussi la capacité de, enfin, elles ont la capacité de travailler sur la modulation du système immunitaire et ça devient du coup un actif hyper intéressant à rajouter avec la graine de papaye. Et puis, il y a le lapacho aussi, qui est les écorces de lapacho qui sont intéressants parce que ça va contenir en tout cas certaines substances, notamment des naphthoquinones, donc des quinones, qui ont des propriétés intéressantes contre les protozoaires, mais aussi les levures et puis même d'autres micro-organismes intestinaux. Et c'est aussi des actions plutôt aussi antibiophile et ça peut moduler, d'ailleurs le lapacho est très intéressant sur la modulation du système immunitaire et si les soldats de la muqueuse intestinale, les IgA sécrétoires sont bas, bah, ça peut être intéressant pour moduler, aider à moduler. On a, alors ça, on n'en parle pas, j'ai choisi en fait, après on pourra en reparler dans les questions-réponses, c'est sûr, il y a l'origan, il y a la berbérine, il y a pas mal de plantes. Mais il y a une plante qui est le haritaki, on ne l'évoque pas beaucoup, c'est un des composants du trifala. Le trifala, donc, qui est un mélange de 3 plantes, haritaki, amalaki, bibitaki, qui aide sur la motricité. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est que l'haritaki, qui est donc très présent dans la médecine ayurvédique et dans la médecine chinoise, c'est un modulant du microbiote intestinal, ça nourrit les bonnes bactéries, ça a des propriétés, c'est très riche en fait en tanins, et tout ce qui est tanin et tout, c'est un moyen de moduler, d'avoir une action antimicrobienne en douceur, et en même temps, ça a une activité contre des protozoaires, la giardia, etc. Et puis ça peut altérer la membrane et ça peut perturber le biofilm, et donc perturber la communication bactérienne, ce fameux quorum sensing. Et il y a la busserole aussi qui est hyper intéressante. La busserole, très intéressante parce que bon, elle est riche en tanins et elle a aussi la capacité d'agir sur les bactéries productrices de sulfure d'hydrogène, H2S, et ça, peut-être qu'on en reparlera dans les questions, mais elle a aussi la capacité d'agir, d'impacter sur l'adhérence des parasites, donc par exemple la giardia là, qui essaye d'adhérer avec ses ventouses. Et donc, c'est un moyen de réduire en tout cas l'inflammation et de travailler sur certaines bactéries qui elles-mêmes souvent abîment le mucus, comme les bactéries productrices de sulfure d'hydrogène. Et elle va contribuer aussi à avoir un effet drainant sur les voies urinaires. Donc, c'est aussi une plante très intéressante. Et il y a la cardère sauvage, donc ce sont des racines qui sont très utilisées, souvent sur tout le côté drainage lymphatique, évacuation des déchets, évacuation de tous les déchets microbiens, parasitaires, etc. Et elle a encore des actions contre certains pathogènes, et notamment, par exemple, la Borrelia. Et elle interfère aussi avec les mécanismes d'adhésion, donc d'adhésion côté biofilm ou d'adhésion sur les microvillosités. Et en fait, il y a un petit nouveau qui est sorti, du coup, qui s'appelle Oroparasito, qui contient un peu tous ces plantes-là qui ont pour moi des vertus hyper intéressantes. Et c'est donc une synergie qui va avoir à la fois des propriétés de dégradation, donc pour assainir et donc pour tuer les parasites, mais pour agir sur le biofilm, pour à la fois aussi détoxifier et pour aider à drainer, et en même temps aussi pour moduler la réponse inflammatoire et immunitaire. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Non, pardon. Côté posologie, donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question cycle court, cycle long. Donc, vous avez en tête les protozoaires cycle court. Donc là, en général, vous pouvez faire un usage sur 15 jours
et probablement peut-être faire une pause de 15 jours et de renouveler s'il y a une pression parasitaire qui est peut-être importante. Et puis, pour tout ce qui sera helminthe, etc., plutôt des posologies qui tiennent au moins, je dirais, sur 4 semaines. Parce qu'on est sur des parasites, vous vous souvenez, hein, il y avait quand même, on pouvait avoir 60 jours et tout. Et là, parfois, si la charge parasitaire est importante, on peut faire pause. Et puis, pareil, s'il y a des réinfestations, probablement de pouvoir retraiter. Bien évidemment, il y a des combinaisons après possibles avec différentes plantes ou différentes matières actives selon par exemple de l'artémisine, enfin l'artémisia, de l'origan, la lactoferrine, qui est super aussi pour travailler sur le biofilm et à la fois pour moduler le cycle du fer et en même temps ça a des propriétés antivirales, antimicrobiennes, etc. Donc c'est un produit qui n'est pas trop fort, qui pourra se combiner avec pas mal d'autres. Mais l'idée n'est pas, parce que plus ça va, plus je dis, il y a quand même le respect du vivant. Il ne faut pas tuer comme ça massivement et se rendre compte comment est mon écosystème microbien, comment sont mes muqueuses, mon système immunitaire, quelles sont les co-infections, etc. Parce que tout ça, ça fait partie de la stratégie de la prise en charge des parasites. Voilà. Je suis désolée, je suis allée un peu plus loin. Je ferai plus de temps, mais... Écoute, on n'était pas particulièrement pressé, on n'avait pas de deadline. Voilà. On s'était dit on fait 1 heure, bon, et 1h15, ça va, hein, c'est pas non plus ça marche. de dépasser bien plus que ça d'habitude. Ok. Alors par contre, il y a plein de questions, donc forcément. Ouais, je vais regarder. Bouge pas. Peut-être, je vais les prendre par dans l'ordre chronologique. Ouais. Mais il y avait une question qui est revenue quand même de manière assez récurrente, c'est cette analyse soit PCR, soit de cette métagénomique. Est-ce que tu veux parler, parce qu'on en avait déjà discuté, mais de ce labo qui fait ces... Oui, c'est un laboratoire qui est en Espagne, qui s'appelle Télétest. Et donc, c'est des analyses, c'est la métagénomique shotgun. Et donc, il propose ces fameuses analyses où on voit à la fois, enfin, c'est des analyses de sel. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez voir à la fois la composition microbienne. Aussi, il y a un certain nombre de parasites, il y a quand même une vingtaine de parasites qui sont identifiés, donc protozoaires, les helminthes. Et puis, il y a les virus. Dans les virus, en fait, on va nous donner les phages, les virus pathogènes. Alors, ils ne rentrent pas dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir une idée, est-ce qu'il y a une activité virale dans mes intestins, parce que ça aussi, les virus peuvent créer cette perméabilité intestinale. Et puis, il y a un certain nombre de champignons, et je vais être honnête, dans les champignons, par exemple, je peux avoir un aspergillus, je peux avoir le candida, je peux avoir un alternaria, etc. Il y a des champignons, des fongiques qui fabriquent des toxines, donc des mycotoxines, et d'autres non. Donc là aussi, c'est hyper intéressant, parce que s'il y a une production de mycotoxines, et ça aussi, j'en parle du coup, c'est pour ça que dans la formation, ce n'était pas que les parasites, c'est parasites, les champignons, mycotoxines, virus et compagnie, parce que c'est comprendre comment tout ce monde se parle, et donc comment on prend en charge aussi les mycotoxines, etc., comment elles parlent avec les interactions mycotoxines, parasites ou mycotoxines avec des bactéries pathogènes ou avec des virus, tout ça, c'est intéressant à comprendre. Et tout ça, on a cette vue. Donc, c'est sûr que c'est un vrai casse-tête parce que plus on a des informations, plus on se dit, bon, je commence par quoi et tout, et il n'y a pas un ordre précis. Je pense qu'il faut aussi voir là où il y a une pression ou parasitaire, ou une pression fongique, ou une pression virale importante, et encore une fois, quelle est la qualité de la muqueuse, quelles sont mes défenses immunitaires, etc. Et il y a des éléments en plus hyper intéressants, et ça m'a fait énormément réfléchir, et c'est récent là, et je n'ai pas encore tranché, mais j'ai des informations, mais je t'en parlais, sur la dégradation du mucus, et donc sur les enzymes fabriquées par les bactéries, donc pathogènes, qui dégradent le mucus, donc des fucosilases, des sulfatases, etc. Donc là, je suis en train de faire tout un travail de recherche pour comprendre
quelles sont les bactéries pathogènes qui produisent ces différentes enzymes pour en fait avoir une idée. Et finalement, je me suis rendu compte, c'est ce que je te disais l'autre jour, que du fucosyl lactose, c'est peut-être pas tout le temps pertinent à donner parce que si j'ai déjà des bactéries qui elles-mêmes impactaient, il y avait des fucosylases qui étaient en activité et que, en gros, je comprenais qu'il y avait des bactéries qui utilisaient le fucosyl. Du coup, elles avaient cette capacité-là. Et si on donne du fucosyl lactose, alors on donne à manger à des potentielles bactéries pathogènes. Donc, parfois, la stratégie est d'abord de les dégommer, ensuite de donner du fucosyl lactose. Mais c'est des choses que je découvre maintenant, quoi. De toute manière, c'est un sujet qui est sans fin et on en découvre constamment. Je remonte un peu dans les questions. Est-ce que, le labo, c'est Télétest? Oui, il s'appelle Télétest. Voilà, si on n'a Espagne. pas eu le temps de noter ce nom, c'est un très bon labo, effectivement. Alors, j'ai une question, ça doit être quelqu'un de spécialiste de Lyme, visiblement, puisqu'elle nous fait référence à l'immunoblot, ça doit être de Synlab, si mes souvenirs sont bons. Pensez-vous que dans le cas de Giardias comme un flagellé, on puisse avoir une réaction sur un immunoblot de Lyme? Je veux dire, Là, comme ça, je peux pas. Il faudrait que je regarde dans mes fiches, mais si j'ai bonne mémoire, d'ailleurs, j'ai mes scores, mais il me semble qu'il y a, par exemple, la Giardia, on peut avoir des réactivations entre des parasites et des bactéries ou des virus, etc. Donc, je pense sincèrement que parfois, effectivement, on peut avoir du coup un Lyme, en tout cas un résultat qui ressort positivement, mais parce qu'il y a un terrain favorable entre la persistance du Lyme, enfin par exemple une Bartonella, plus la Giardia, plus potentiellement des Escherichia coli. Et c'est tout ça qui fait et que souvent dans la prise en charge, il ne faut pas raisonner que sur la Bartonella, par exemple, mais potentiellement se dire, est-ce que j'ai le virus aussi à gérer et est-ce que j'ai un parasite potentiel qui est là et à traiter. Ok. Je remonte. Dans les symptomatiques des oxures, est-ce que c'est les mêmes symptomatiques chez les adultes ou chez les enfants? J'imagine. Je pense, oui. J'imagine, oui. Est-ce qu'il peut y avoir des liens entre hémorroïdes et parasites? J'ai cru lire que potentiellement on peut, mais après on peut avoir des hémorroïdes qui sont non liés aux parasites, je pense aussi. Parce que là, les hémorroïdes, c'est aussi, il faut raisonner muqueuse. Donc, ouais. Il y a une question qui est intéressante quand même, parce que j'avais eu ces discussions avec des médecins plus d'Afrique du Nord. Est-ce que certains parasites sont utiles et est-ce qu'il peut avoir un effet potentialisateur ou un effet sur le système immunitaire positif? Tout à fait. Mais tout à fait. En fait, quand j'ai regardé un peu, et c'est pour ça qu'à un moment, je ne l'ai peut-être pas dit suffisamment, mais tous les parasites ne sont pas délétères. Et certains, en fait, vont moduler. Et comme tu le dis avec des médecins que tu as pu discuter en Afrique du Nord, j'ai lu dans la littérature scientifique, justement, dans les pays où il y a une pression importante parasitaire, parfois des parasites, par exemple certains helminthes, etc., peuvent quand même avoir un effet protecteur contre d'autres bactéries pathogènes qui seraient beaucoup plus virulentes. Parce qu'en fait, il y a une espèce de modulation du système immunitaire et donc, c'est parfois pas pertinent d'aller dégommer ce parasite parce que du coup, c'est aussi potentiellement un système immunitaire qui serait plus assez efficace pour pouvoir réagir contre d'autres pathogènes. Et puis, on voit... moi, j'ai juste lu, mais il y a même des groupes qui existent, mais il y a tout ce qui est l'helminthothérapie. Et donc, certains se posent la question de gérer donc, par exemple, c'est sur les Mickey et notamment la maladie de Crohn, etc. Certains proposent d'avaler, en tout cas, de prendre des helminthes et tout, parce qu'en fait, ça va moduler le système immunitaire.
Et du coup, ça peut calmer cette inflammation au niveau intestinal. Bon, c'est pas ce que moi je recommande pas ça. Je dis juste que je l'ai lu, mais il y a des travaux de recherche par rapport à ça sur l'helminthothérapie. Et donc, encore une fois, le microbiote, c'est tout un écosystème et tous ces microbes ne sont pas délétères et certains peuvent être du coup protecteurs. Et très peu de maladies auto-immunes en Afrique, par exemple. Ah, je ne sais pas, il faudrait regarder. Est-ce que c'est parce qu'on ne les diagnostique pas? Oui, aussi. Est-ce que je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Malgré une prise en charge adaptée, les parasitoses peuvent-elles devenir chroniques? Bah ouais, parce que et moi j'ai des cas où des gens qui avaient traité. Bon, moi je suis pas médecin, hein, donc après les médecins savent vraiment prendre en charge. Il y a vraiment des médicaments qui sont ciblés et tout. Il y a des personnes qui ont pu faire des traitements et tout, et il y a quand même des résistances à ces molécules qui pourtant peuvent être assez efficaces. Donc là aussi, s'il y a de la résistance ou en tout cas une infection chronique, là tout de suite, il faut se poser la question, comment est mon système immunitaire? Qu'est-ce qui fait que le truc, il est toujours persistant? Mais oui, c'est fréquent. Il y a des gens, ils sont traités et ça revient. Donc, c'est que finalement, le terrain est propice. Dans la même considération, qu'est-ce que tu utilises pour casser les biofilms? Alors, on peut casser avec des enzymes protéolytiques. Il y a tout ce qui va être. Je trouve que il y a la lactoferrine. On peut parler de chez vous. Est-ce que la cérazine, voilà, moi je pensais à la cérazine. Je trouve que ça, c'est déjà des antibiofilms. Après, il y a des plantes comme. Il me semble que la berbérine, si j'ai bonne mémoire, elle a aussi un peu des côtés un peu antibiofilms. Bon, après, la berbérine, moi, j'y vais pas tout le temps. Enfin, je suis assez précautionneuse parce que pour tout ce qui est production d'histamine, etc., parfois, il y a des gens qui réagissent pas bien. Donc, voilà, j'y vais un peu plus doucement avec. Je crois que l'origan a aussi un côté un peu antibiophile. Donc, voilà. Donc, mais je trouve que la lactoferrine, c'est quelque chose qui est d'agir en douceur, tout en ayant des propriétés antimicrobes et du coup aussi antivirales. Ouais. Donc, c'est très pertinent. Lactoferrine, sérapeptase, c'est des éléments qu'on peut mettre tout à fait en synergie. Et d'ailleurs, avant que tu passes à une autre question, bon, je ne l'ai pas évoqué, mais du coup, ce qui sera aussi parfois intéressant, c'est de prendre ce qu'on appelle des binders, des chélateurs, pour pouvoir déplacer tout ça. Donc, chlorophylle, zéolite, même de l'argile déjà, ça peut un peu aider. Donc voilà, ça, le charbon actif, etc., qui sont des choses qui vont capter les substances pour pouvoir les éliminer. J'ai oublié d'en parler. Alors, une question sur l'acidité gastrique. Ah oui, ça devait faire référence à ton intervention sur cette notion d'intégration, du côté intégratif dans la digestion. Comment savoir si l'acidité gastrique est correcte? C'est pas évident, parce que le fameux test qu'on voit circuler en disant le test du RO avec du bicarbonate et tout, moi je le trouve pas assez fiable. Donc en fait, je trouve que le plus simple, c'est probablement que les personnes puissent aussi prendre tout simplement de la bêta-NaCl, de la prendre en début de repas. Et si effectivement il n'y a pas de réaction du genre ça m'a pas du tout piqué et tout, bon, c'est qu'il y avait forcément en tout cas un besoin. Et puis de toute façon, les personnes aussi, elles le ressentent, c'est-à-dire qu'elles se rendent compte qu'elles ont une meilleure dégradation, digestion en tout cas de leurs protéines avec une prise de bêta-NaCl ou de prendre déjà, d'avancer avec déjà des aliments amers aussi, tout simplement aussi en début de repas, ça peut le faire. Mais c'est pas simple. Il n'y a pas une technique qui permet. Moi personnellement, quand on m'a formé au début, on me disait on fait ce test et tout, moi j'ai arrêté de le proposer. Il n'y a pas de marqueur, c'est un peu la clinique, c'est un peu le contexte de vie de la personne. C'est un peu exactement. Tout ça. Et puis si elle a quand même des éructations,
Ouais, Beaucoup d'éructation, ça peut aussi, une halitose, toutes ces choses-là, ça peut quand même bien sûr. nous, voilà, on peut se poser la question. Tiens, une autre question que je vais un peu reformuler différemment, mais si tu as une dysbiose intestinale couplée à une parasitose, Mhm. dans ton choix de traitement ou dans ta priorité de traitement, tu vas vers quoi d'abord? Ça, c'est la question qui est compliquée à répondre parce que Ouais, déjà, quand tu dis dysbiose intestinale, quand tu as une parasitose, pour moi, ça rentre dans la ça dysbiose rentre dans le truc. intestinale. Ouais. Voilà. Ça Ok. veut déjà dire que tu as un déséquilibre du microbiote. Donc après, en fait, je pense, mais encore une fois, je n'ai pas, j'ai pas la meilleure réponse. Chaque cas est unique. Je pense qu'il faut évaluer un peu les charges, la pression. Donc, est-ce que j'ai une forte pression parasitaire? Est-ce que j'ai, je dis n'importe quoi, mais si dans la métagénomique, on se rend compte qu'il y a, parce que j'ai vu ces cas-là, des personnes qui ont 25% d'Escherichia coli, ce qui est énorme, et s'il y a juste parce que quand même, on nous le dit dans les analyses, si le parasite il est simplement en transit, s'il y a une petite parasitose, une légère parasitose, ou si elle est très importante. Donc ça aussi, ce sont des choses qui vont nous aider dans la réflexion de la prise en charge. Donc si on se rend compte que c'était juste un petit blastocystis type ST4 en transit, que c'est en haut, en jaune, et que par contre, il y a beaucoup d'Escherichia coli et que il n'y a pas de lactobacille, pas d'Akkermansia, etc., ben, la stratégie sera peut-être de travailler à réduire les Escherichia coli et je vais laisser d'être tranquille le blastocystis parce qu'il peut être protecteur. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Ouais, ok. Tiens, tu avais une question de Clara qui fait sa formation aussi sur les composés soufrés et qui te pose la question de savoir quelles bactéries sulfidogènes sont ciblées par la busserole. Parce que tu as évoqué ce sujet-là. Ah, Clara, t'es pas cool. Ouais, Non, mais là, tu t'es pas cool. Je te le dirai. Là, je ne les connais pas par cœur. en privé, je te le dirai. Je te le dirai. T'inquiète. J'ai fait une fiche. J'avais fait une fiche. On se reparle, je te l'enverrai. Mais Voilà, franchement, ça je ne les sera connais pas. Mais j'avais regardé, en fait, ça fait partie. En fait, avant qu'il y ait des propositions. En fait, quand j'avançais sur la problématique du SIBO et tout, et que je regardais comment on pouvait prendre en charge, en faisant des recherches, j'avais vu que la busserole était hyper intéressante, le UVRC, pour pouvoir agir sur les bactéries productrices de sulfure d'hydrogène. Mais tu vois, finalement, je ne sais même pas si finalement, je crois que j'ai dû faire à un moment une recherche où je voyais quelles étaient les bactéries qui étaient un peu ciblées. Mais il faut que je retrouve ma fiche, mais je lui enverrai. pas de souci. Mm. Une autre question sur l'oroparasito qui attaque les biofilms. Mm. Dans sa composition, il y a déjà des choses là-dessus. Est-ce que tu rajoutes systématiquement des enzymes protéolytiques ou est-ce que tu fais d'abord des tests avec l'oroparasito en première intention et que tu vas complexifier le Ben, protocole c'est pas évident parce que en fait parfois la difficulté c'est de se dire est-ce qu'il y a un biofilm ou pas. Donc Oui, en fait ça m'est arrivé, mais après il vient de sortir, hein, donc ça m'est arrivé de proposer avec, par exemple, de plus en plus j'ai fait un peu des associations avec lactoferrine. Voilà. Ça, c'est une espèce de duo que je commence à faire de plus en plus. Donc, on verra. Mais c'est oui. récent. Faut dire on est en phase de testing aussi de Ouais, c'est récent. ces Mm. éléments. Mm. On a déjà beaucoup de choses qu'on a testées parce qu'on a des éléments en unitaire. On a la thymoquinone en unitaire, on a le lapacho Mm. en unitaire, Ouais. on a l'artémisien en unitaire, on a la lactoferrine en unitaire, on a la sérapeptase en unitaire. On a déjà beaucoup d'expérience de tout ça chez Oronalis. Là, on a voulu faire un cocktail beaucoup plus simple à utiliser déjà en première intention. Et donc, on attend de voir aussi quel va être l'impact, voilà, le résultat qu'on va avoir avec ça. Hein. Mais Mm. ce sont des matières qu'on connaît déjà, hein, pour la plupart. Et d'ailleurs, j'ai vu passer pourquoi on n'utilise pas le pépin de courge ou pourquoi on n'utilise pas Oui, l'ail, pourquoi on n'utilise pas. Bah, tout ça aurait pu être possible. L'ail, oui, mais l'ail, moi je dis tout le temps, l'ail, de toute façon, on le trouve partout, dans la plupart des
propositions antiparasitaires. Mais par contre, là, attention, si la personne se retrouve, et là on va faire plaisir à Clara, si on a des bactéries productrices de sulfure d'hydrogène, eh ben, on donne de l'ail, en fait, on va les nourrir. Donc, parfois, il y a des personnes, on fait flamber des situations en essayant de donner de l'ail ou même de l'aïcine, en essayant de gérer des archées, en essayant en travaillant sur le microbiote et en se disant, du coup, ça va déparasiter. Sauf que s'il y a des H2S ou s'il y a un Fusobacterium nucleatum, ils vont se nourrir de l'ail et du coup, on peut avoir une altération de la muqueuse et une hyperperméabilité intestinale. Donc, en fait, on a choisi effectivement aussi de ne pas mettre de phénol, mais pour donc l'ail et les composés phénolés, l'origan, la cannelle, etc., aussi dans un contexte de supporter ces substances-là. Il y a quand même pas mal de gens qui ne supportent pas les phénols et qui ne supportent pas ou qui détoxifient mal certains éléments. Ouais, et puis ça peut être hépatotoxique en plus. Voilà, c'est ça. Alors, pour la posologie d'Europarasito en cas de cycle court, il ne faut pas retraiter 15 jours plus tard d'office pour éviter la réinfestation. Point d'interrogation. Peut-être que 15 jours pourrait suffire. Parce que vous voyez, quand on va même en pharmacie et qu'on a des antiparasitaires qui sont proposés là en pharmacie, il y a des trucs qu'on prend on nous dit 2 jours ou 3 jours. Il y en a certains, on va dire, vous refaites 15 jours après, et puis parfois, pas. Donc, oui, pourquoi pas. De toute façon, je pense que la boîte peut permettre de faire 2 tours de 15 jours. Donc, ça peut ne pas être choquant de faire 15 jours, pause 15 jours, et même pause 20 jours, et puis de faire un second cycle. Okay. Après, précaution quand même pour les enfants moins de 12 ans, femmes enceintes, etc. Enfin, je pense qu'on l'a noté à la fin. Ou si tu as une fiche à partager. Ouais, j'ai repris un élément pendant que tu faisais ta présentation. Je suis désolé, j'ai essayé de faire les choses rapidement. Juste, peut-on avoir les bonnes adresses de labo pour faire ces analyses? On a déjà donné ces télétests. Est-il nécessaire de prendre des probiotiques après une prise d'antiparasito ou d'un autre vermifuge? Est-ce que tu donnes des probiotiques après ça? Alors, parfois, effectivement, on ne l'a pas dit, mais on peut avoir, des parasites mixtes. On peut avoir des protozoaires et des helminthes. Donc, dans ce cas-là, si on a les deux, il faut raisonner comme si c'était un cycle long. Et du coup, pourquoi pas refaire un tour. Ensuite, donc, dans la question qui était, c'était… Attends, je reviens dessus. Donc, des probiotiques. Probiotiques, oui, voilà. Alors ça, moi, les probiotiques, c'est pas systématique, parce que je trouve qu'on peut faire des bêtises avec des probiotiques. Donc là, encore une fois, le mieux, c'est quand même de savoir… vous savez, il y a des gens qui peuvent avoir des bactéries en excès, ils ont des lactobacilles en excès, des bifidobactéries en excès, et en fait, quand on propose des probiotiques, ce sont, je sais pas, une lactobacille plantarum ou une bifidolongum, etc. Ça va dépendre en fait du microbiote de la personne. Donc, on pourrait se dire potentiellement oui, mais on peut aussi raisonner plutôt de donner des prébiotiques, de quoi nourrir les bonnes bactéries à soit remonter ou à mieux s'installer que parfois donner systématiquement un probiotique. Donc moi, sincèrement, ce n'est pas du tout systématique. Ça paraît plus physiologique. Ah ouais. Juste, alors, je pense qu'on pourra s'arrêter là sur la notion d'utilisation du produit. Est-ce que tu sais si on peut le donner, 1, chez des enfants, 2, est-ce que ça serait efficace chez des animaux? C'est des questions qu'on m'a posées il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas. Enfin, les enfants, je ne sais pas, je pense qu'il faut quand même au-dessus de 12 ans. Ouais, au-dessus de 12 ans. Voilà. Les animaux, je me dis… pourquoi pas, pourquoi pas, sincèrement,
Je dirais pas un chat, mais je dirais un chien sans trop de Ouais, là, c'est toi qui peux. Et les femmes allaitantes, bien sûr, Précaution. je n'utiliserai pas ni forcément enceinte, ni allaitante, puisque Ouais. certaines substances n'ont jamais On été est bien testées d'accord. sur ça. Je pense qu'on va arrêter les questions là, parce qu'on pourrait ne jamais s'arrêter. Alors, je suis sûr qu'il y a des questions dans le chat, mais... J'en ai vu une, parce que je la vois là. Il y a Ouais, quand même une question sur la chronicité de BV et SCMV associée aux maladies auto-immunes. Il y a plein de publications qui montrent que justement certains virus, et notamment Epstein-Barr virus, et il y a vraiment des publications hyper intéressantes qui montrent qu'il y a vraiment des maladies auto-immunes qui sont liées à la présence de ces virus qui sont en réactivation, à Hashimoto, etc., etc. Donc oui, ça veut dire qu'il faut quand même prendre en charge des virus et enfin, voilà quoi. Après, voilà, c'est juste. Mais oui, il y a plein de publications qui montrent le lien entre maladies auto-immunes et des virus. Super. Des virus herpétiques. Impeccable. Juste pour donc conclure, voilà, on a l'Europarasito, qui est un nouveau produit qui vient de sortir, mais n'oubliez pas, on a aussi des thymoquinones. Ça, c'est certainement la substance la plus puissante sur le plan antiparasitaire. Et là, on a une extraction supercritique, donc c'est quand même quelque chose de très propre. On a l'artémisia, on a le lapacho, on a la lactoferrine, et bien sûr, le traitement des biofilms, c'est la cérazime, c'est la sérapeptase. Donc, on a quand même beaucoup d'éléments en stock, en plus de l'europarasito, pour pouvoir avoir vraiment un traitement global de prise en charge. Et donc, voilà, pas mal de choses à faire. Peut-être je vais arrêter les questions là. Écoute, Krotoum, je pense qu'on a été déjà pas mal exhaustif. Alors juste, on peut rappeler quand même que tu fais une formation sur 2 jours. Parce que là, résumer 2 jours de formation sur 1h30, c'est juste carrément impossible. C'est challenge. Ah ouais, c'est un challenge de savoir de quoi on va parler. Voilà. Mais tu as une formation, donc peut-être tu peux en parler. Oui, c'est donc une formation qui s'appelle, j'allais dire Europarasito, qui s'appelle Parasito & Co. Reconsidérer en fait, l'idée c'est vraiment de reconsidérer donc les parasites, les nuisibles, qui sont un peu les grands oubliés dans la prise en charge fonctionnelle. Et donc, on revoit vraiment la classification. Bon, là, j'ai quand même présenté des choses. Et puis, on va beaucoup plus loin, où on va vraiment parler des champignons, les mycotoxines, les virus. Il y a du coup toutes ces histoires de biofilms, je vais beaucoup plus loin. Et pareil, dans la prise en charge et surtout dans les subtilités, parce que là, j'ai donné que des grandes lignes, je vous ai donné quelques exemples, mais je peux vous assurer que dans la mise en place de la formation, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Et là, je me suis dit, waouh, bon, il faut vraiment faire attention et parfois, on ne se rend pas compte, on peut activer des situations en pensant bien faire, quoi. Même, par exemple, un butyrate, attention, on n'y va pas comme ça. Il y en a certains qui font joujou. Oui, ça fait longtemps qu'on le dit, mais le lactose, tu m'as... Ah ben ouais, je sais, quand je t'en ai parlé, je sais. Ah oui. Je vais creuser le truc parce que voilà, je suis vraiment en train d'affiner pour vraiment comprendre tous ces mécanismes au niveau du mucus, des enzymes, etc. quoi. Ok, donc parasito-pratique, DFM. Avec DFM formation. Donc voilà, vous allez sur le site. Là, j'en fais une ce week-end, mais c'est complet. Elles sont déjà très complètes. Ouais, c'était assez complet. Il va falloir la faire en distance, en distanciel, c'est pas possible. Si, en mars, je ne sais pas s'il reste de la place, mais c'est en distanciel. En juin, ce sera en distanciel et après, ça reprend en présentiel à Paris en septembre. Ok. En tout cas, vous pourrez retrouver cette vidéo sur YouTube, donc elle sera sur YouTube. Vous avez
tous mes chers collègues David en Belgique, Laurence et Maxime qui répondront à toutes vos questions. Vous n'hésitez pas à les contacter ou vous contactez le laboratoire directement, info@tauroanalyse.com. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu et il vous faut absolument une réponse, donc nos correspondants en région vous rencontreront. Et puis voilà, on est déjà pas mal. Et si vous voyez cette vidéo sur YouTube, vous pouvez mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu et ça fait toujours plaisir à voir. Voilà, on vous souhaite en tout cas une excellente soirée. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ce n'était pas trop long. On avait prévu, on dépasse toujours un peu. Hein, voilà, c'est, on va dire, l'enthousiasme. L'enthousiasme et la passion. En tout cas, merci, ça a été un plaisir. Et puis bon, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus. Et surtout, voilà, moi, mon objectif, c'est de reconsidérer ce vivant. Ouais. Parce que ce ne sont pas que... Voilà, c'est tout un écosystème hyper complexe, quoi. Il faut faire attention. Voilà. Et si vous avez des retours sur Europarasito, faites-nous remonter ces retours-là parce que c'est, je pense, une formule intéressante. Et voilà, j'attends beaucoup de retours. Parfait. À bientôt, Krotoum. À bientôt, Julien. Au revoir, tout le monde. Au revoir.